Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo. On va voir 5 cas de figure où Affinity Photo est en fait meilleur que Photoshop. Plus facile à travailler, plus rapide, plus souple et parfois aussi non destructif, ou en tout cas moins facilement destructif. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Affinity. J'ai acheté ma licence comme tout le monde, de la même façon que j'achète mon Creative Cloud. Pareil, pas de sponsoring côté Adobe, mais ça vous le savez depuis un petit moment déjà. Donc on va voir des choses, je vous ai amené une image en fait, je vais dire des images, mais essentiellement une, qui est strictement identique, c'est le même PSD qui est ouvert dans Affinity et dans Photoshop, d'ailleurs Affinity supporte très bien les PSD, et on va voir comment il gère en fait les calques par défaut. Alors on va faire un truc hyper schématique, on va ouvrir une nouvelle image, avant de passer, on va faire une nouvelle image, on va prendre 800 par 600, là, peu importe, une nouvelle image, on va dire 800 par 600, on va faire un truc très simple, donc peu importe la taille, mais bon, histoire que voilà, vous dites pas qu'il y a un trucage ou quoi, je fais exactement la même chose. Donc en gros, on va faire un nouveau calque. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un carré, on va faire un rond plutôt, c'est plus utile. Et on va prendre ce rond, on va zoomer un petit peu quand même. On va prendre ce rond, ok, et on va le remplir, tout bêtement. Voilà, il fait à peu près un tiers de l'image. Ok, on va dans Affinity, on prend l'ellipse, donc on fait un nouveau calque. Donc là j'ai mes calques qui sont cachés, ils sont pas cachés, ils sont là. Hop, on va faire, alors si c'est pas une ellipse, si c'est un rond, bon ça on s'en fout un peu, l'important c'est, voilà, ça fait à peu près la même taille, ok. Et on prend le pot de peinture, on prend du noir, et on peint à l'intérieur, et hop, CTRL D pour désélectionner, ok. Donc voilà mon image. Alors j'ai pas fait, je crois que sur mon ellipse, il y a un truc que j'aurais pu faire, qui aurait peut-être été un peu, voilà, c'est rajouter de l'anti-crénelage. Elle est très crénelée ma sélection, donc c'est pas tout à fait équivalent à ce que j'ai fait dans Photoshop, donc on va quand même essayer de comparer les choses correctement. Hop, petit coup de pot de peinture qui repasse en blanc, je le mets en noir, et je désélectionne, voilà c'est mieux. Donc là en gros, on a sensiblement la même chose. Donc le truc maintenant, c'est que ce calque là, si je lui fais un petit CTRL-T, une transformation dans Photoshop, et que je le rends plus petit, et que je valide, et puis que plus tard je change d'avis et que je le rends plus grand, et bien évidemment vous avez deviné, il perd de la qualité. Il a perdu beaucoup de qualité évidemment. Donc on est parti d'un truc comme ça. Si encore au premier coup je l'avais agrandi, ça aurait peut-être réduit les dégâts, mais on voit quand même évidemment quand on va zoomer que voilà, l'anti-crénelage n'est pas très joli, parce qu'on lui demande d'inventer des informations qu'il n'a pas, et c'est le principe du bitmap, c'est qu'on remplit une grille de points. Et donc si on a, je sais pas, mettons 100 points, qu'on lui demande d'y en faire 5000, bah, il faut qu'il en invente 40 900, ça fait beaucoup. Donc là, quand on prend un truc, qu'on le rend plus petit, on a perdu les informations qu'il y avait à l'origine, et qu'on lui demande de grossir, il grossit à partir de cette petite version. Et donc on perd de la qualité. Alors, vous pouvez me dire, Julien, t'es mignon, il y a des calques, il y a les smart objects, donc les objets dynamiques dans Photoshop. Alors oui, je sais, je fais des tutos depuis 15 ans maintenant, donc j'ai des informations complètes sur Photoshop qui aborde évidemment cet aspect-là. Donc je sais m'en servir. Vous vous doutez bien que j'ai préparé un peu mon coup quand même. Et que dans Affinity, on a un truc un peu différent. Donc on va quand même aller au bout dans Photoshop, mais on va faire un Smart Object, donc je vais faire le contre-argument, ok, on fait un objet dynamique, et donc à partir de maintenant, il est enregistré à cette taille-là, ce qui fait que si on va dans une taille plus petite, et qu'on regrossit, on ne perd pas de qualité tant qu'on regrossit à peu près à la taille d'origine. Évidemment, si on va plus gros, il ne va pas de manière magique réinventer de la matière, mais au moins, il regrossit à partir de cette taille-là, qui est celle que j'ai enregistrée dans l'objet dynamique, et non pas à partir de la taille la plus petite, quoi. Hop, on va revenir au début. Dans Affinity, qu'est-ce qui se passe? En quoi c'est mieux dans Affinity? En fait, ce qui est mieux dans Affinity, c'est que les Smart Objects, les objets dynamiques, sont en fait en coulisses. On ne vous demande pas de créer un objet dynamique. Si je prends ce calque de pixels ici, il n'est pas vectoriel, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de magie ou quoi. Si je prends ce calque et que je le rends plus petit, et que je valide, puis alors pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, je vais créer un nouveau calque, et je vais faire autre chose. Donc là, je peins, ok, je suis content, super, et je reviens sur mon ellipse, et je dis, bah tiens, j'ai envie de changer d'avis, je vais la grossir. Et je peux pas revenir en arrière parce que j'ai fait plein de trucs entre temps. Imaginez, j'ai fait 3000 opérations, j'ai travaillé 12 heures sur un gros photomontage, donc me dites pas, tu peux faire CTRL-Z, oui évidemment on peut faire CTRL-Z, mais si on a travaillé 12 heures sur une image et qu'on a enregistré entre temps,
notre montage compliqué ici, qui nécessite notre élément qui nécessite de changer de taille, et ben on l'a perdu. Ben quand je regrossis, en fait, j'ai pas de problème, j'ai pas de changement de qualité, tant que je vais pas évidemment aller super loin, parce que en fait l'objet dynamique il y est de base. Donc tant que je reste dans le cadre de ma photo d'origine, de la taille d'origine, je vais pouvoir retrouver au moins la qualité d'origine à la taille d'origine. Si je vais plus grand, évidemment, je vais perdre, mais je vais perdre que à partir de cette version-là, et non pas à partir de la version la plus petite. Donc en gros, ce truc-là, j'ai le droit de le redimensionner entre ça et ça, 10 000 fois si je veux, je ne perdrai jamais de qualité. Et si je vais plus grand, ben je perds de la qualité qu'à partir de là, qui était le truc d'origine, et non pas à partir de là, qui était la version précédente. Donc ça déjà, ça veut dire que c'est beaucoup plus souple en fait. Ça veut dire que pas besoin de s'embêter à convertir en objet dynamique. Et si j'ai fait un truc en plus qui est à l'intérieur, là j'ai juste une ellipse, donc vous pouvez me dire, bon, créer un objet dynamique dans Photoshop, c'est pas grave, tu fais ton objet dynamique, après t'es tranquille. Et c'est là qu'intervient mon photomontage. Imaginez, je me dis, bah tiens, cette personne, j'ai envie en fait, je la trouve beaucoup trop grande, donc je sélectionne tous ces calques et je vais faire en fait une petite mise à l'échelle. Et je me dis, bah je vais la mettre ici par exemple. Et ensuite, une fois qu'elle est là, ben, je peux continuer, par exemple, là, j'étais en train de peindre des cheveux, je peux continuer à peindre des cheveux, je peins des cheveux, je peins des cheveux, et puis je resélectionne tous les calques, je pourrais mettre dans un dossier d'ailleurs, et je refais, je me dis non, en fait, elle est mieux quand elle est un peu plus grande. Et ben, je peux regrossir, sans avoir à rentrer dans un objet dynamique, et évidemment, du coup, je ne perds pas de qualité. Dans Photoshop, c'est relou, c'est très très relou. Donc j'ai la même image, hop, on va faire un petit Z, on va dézoomer. Donc j'ai la même image, alors déjà si je veux pouvoir tout prendre, il faut que je prenne tout ça, et que je fasse un clic droit, et que je fasse convertir en objet dynamique, parce que sinon évidemment si je change la taille, et qu'ensuite je regrossis, ben, on a vu, on perd de la qualité, donc ça c'est la base. On va convertir en objet dynamique. Donc maintenant je peux faire un petit CTRL-T, ok, donc hop, on va pouvoir, facile, on change la taille. Donc là maintenant, plus de problème de destructif, pas destructif, je peux faire petit, je peux faire très petit, je peux faire tout petit, 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 comme si elle était là depuis le début. Je n'avais même pas pensé à ce truc. Bon, du coup, ça défie un petit peu le... Oups, j'ai pris la vignette, ça défie un peu évidemment le sujet, j'ai une sélection automatique, c'est pour ça, hop, on pourrait la mettre par là. Ok, bon, elle est quand même beaucoup plus grande, mais je me dis, bon, non, en fait, c'était quand même plutôt comme ça la blague, et en fait, elle est plutôt très grande, donc elle a plutôt intérêt à être par là. Et puis je peux avoir envie de me dire, bon maintenant j'ai envie de retoucher les cheveux par exemple. Et ben alors là, maintenant c'est relou. Pourquoi? Parce que si je double-clique sur jambes, évidemment je peux faire ça, sauf que je ne le fais plus en contexte du tout. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à peindre mes cheveux, puis je vais devoir faire un CTRL-S, puis ensuite revenir ici, et voir l'apparition, et voir comment ça marche avec mon montage. Donc vous ne travaillez plus en contexte à partir du moment où il y a un objet dynamique et que vous avez le fond qui a changé. Alors qu'avec Affinity, bah, évidemment je vais pouvoir prendre tous les éléments, changer de taille, me mettre à peine dessus, et tout ça se fait évidemment du coup en contexte, donc, puisque c'est un objet dynamique quoi qu'il arrive en arrière-plan. Ensuite, autre truc, l'utilisation des dégradés. Donc par exemple, on va revenir sur ce document d'origine, ici on va mettre, voilà, juste notre 800-600, on enlève notre petite ellipse. Si je veux faire un dégradé, bon, tout bêtement, je peux prendre l'outil dégradé, qui est à côté du pinceau, on va mettre un dégradé ici, et vous voyez que, bah, dès que je lâche, déjà je vois une prévisualisation en temps réel, je peux changer évidemment les couleurs de ce dégradé, donc je vais prendre ce truc là, je peux ajouter un point au milieu que je vais mettre par exemple en jaune, je vais pouvoir changer la répartition, bref vous voyez que c'est hyper souple, et donc c'est cool, on a vu la prévise en temps réel. Donc évidemment dès que je lâche après c'est fini, c'est-à-dire qu'il a incrusté, je peux plus avoir cette barre qui d'ailleurs existe dans Illustrator, c'est même Adobe qui l'a inventé il me semble avec Illustrator, donc c'est assez curieux de voir que Affinity Photo s'en est emparé, alors que dans Photoshop, ça n'y est pas. On va aller voir ça dans Photoshop, évidemment, mais vous avez déjà compris la réponse, c'est que ça n'y est pas dans Photoshop. Alors, on peut, pour remédier, je commence par le défaut d'Affinity, on pourrait évidemment, plutôt que de faire un calque en pixels, faire un nouveau calque de remplissage, et ce nouveau calque de remplissage sur lequel on pourrait là-dessus faire un dégradé, lui, maintenant, même si je clique à côté, et j'enlève celui d'en dessous, c'est toujours un calque de remplissage, donc il sera non destructif quoi qu'il arrive. Alors dans Photoshop, vous avez compris, hein, on va faire une nouvelle image, et on va faire un dégradé. Donc déjà si on prend ce truc là, on va aller chercher des dégradés peut-être un peu plus sexy que les trucs de base, donc si je prends ce truc là, peut-être un truc plus fort finalement quand même,
Voilà, ça. Si je prends ça, et puis que je fais ça, et puis je me dis c'est pas tout à fait ça que je veux, donc en gros, déjà, tant que je ne lâche pas, j'ai pas ce que je fais, donc il faut que je clique, que je glisse, et que je regarde, je voulais plutôt ça, plutôt ça. Bref, c'est pas génial. On peut faire autrement, on peut faire un calque, de remplissage avec quand on fait un dégradé. Donc par exemple, on va faire courbe de transfert dégradé. Alors évidemment, ici, courbe de transfert dégradé, il sert pas exactement à ça, hein, c'est pas exactement la même chose, mais c'est juste pour vous montrer un cas de figure où en fait on va avoir cet éditeur de dégradé ici. Donc en gros, on va pouvoir en changer la répartition, ou on pourrait faire un effet en fait. Peut-être que le plus simple, je pense, pour qu'on puisse regarder la chose, c'est de faire un dégradé avec un nouveau calque de remplissage. Donc on va faire remplissage dégradé, voilà, ça va être plutôt l'équivalent, on va lui donner un nom, et on va lui dire dégradé, hop, on prend ça. Et donc là, évidemment, on peut en changer la répartition, on peut en changer la boîte de dialogue, et ça marche, évidemment, ça marche. C'est juste dommage de ne pas l'avoir directement sur le canevas, de ne pas l'avoir directement sur l'image, alors même que ce truc existe dans Illustrator, quoi. Et ce truc-là aurait mérité donc effectivement d'être aussi dans le calque de réglage courbe de transfert dégradé, histoire que la courbe de transfert dégradé soit elle aussi plus facile à utiliser avec un machin comme ça. Et tous devraient en fait avoir ce qu'on appelle un affichage tête haute, c'est-à-dire un HUD, qui me permet de déplacer les points directement sur le canevas, de la même façon que je le fais ici dans Affinity Photo, quoi. Ça aussi, je pense pas, hop, on revient dans Photoshop, je pense pas que, je sais que c'est facile à dire, Julien, tu t'es pas programmeur, ça se voit. Ouais, je suis pas programmeur, mais j'ai pas les meilleurs ingénieurs du monde à ma disposition avec des revenus en centaines de millions de dollars parce que j'ai des millions d'abonnés. Donc encore une fois, une boîte qui est en Angleterre avec une équipe de quelques dizaines de personnes arrive à innover et à faire des technologies qui marchent aussi bien. Donc c'est possible. Je pense que c'est possible et que c'est à la portée. C'est un peu frustrant en fait, voilà, c'est ça, je suis pas en train de dire c'est un scandale qu'Adobe ne l'est pas. Encore une fois, Photoshop est toujours un excellent logiciel et toujours à mon sens incontournable dans l'industrie. Mais c'est rageant de voir une boîte qui a autant de moyens humains et financiers et qui innove si peu sur des trucs pour lesquels les gens ont vraiment des attentes. Vous allez me dire à l'Adobe Max, c'est pas ce que dit Adobe, ils disent qu'ils écoutent leurs graphistes, qu'ils écoutent leurs abonnés. Et ouais, au final, moi ce que je vois, encore une fois, ce sont des filtres, neural filters, dans lesquels je n'y vais pas, jamais, sauf pour faire la démonstration, pour faire ma vidéo sur les nouveautés à chaque Adobe Max. Ah super, on a eu des nouveaux neural filters, qui ne font aussi, entre guillemets, qu'accroître potentiellement votre dépendance à la connexion Internet et au cloud. Donc, je suis pas sûr là aussi que ce soit vraiment les attentes des professionnels qui travaillent tous les jours à faire des retouches sur Photoshop. Après, on peut juste arriver à la conclusion, et dans ce cas-là, c'est un autre débat, que de toute façon, dans quelques années, toutes ces retouches seront faites par la machine, et que dans ce cas-là, nous n'avons plus de raison d'exister. Mais je vais garder ce débat pour une autre fois. En attendant, il faut bien qu'on travaille et qu'on fasse les choses nous-mêmes. J'ai peut-être un peu tué l'ambiance là quand même. Alors, troisième point, au niveau du texte, c'est un truc qui est vraiment tout con. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de rajouter un texte, et je sais pas par rapport à la taille de l'image, finalement, on va plutôt aller sur Saint-Lin, en fait j'ai envie de faire une légende, je sais pas trop, en fonction de la taille de l'image, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme taille. Vous me dites, on s'en fout, tu cliques et puis tu verras bien. Donc oui, je clique, et j'ai un lorem ipsum qui va apparaître, et je peux appeler super calque de texte, ok. Et il y a un truc, encore une fois, tout bête, dans Affinity, qui mérite quand même d'exister aussi dans Photoshop, c'est que quand on prend l'outil texte, on a le même problème, vous allez me dire, ok, quand on clique, il faut qu'on clique pour voir la taille, sauf que non en fait, il y a une petite astuce toute bête, c'est qu'on peut cliquer et glisser, et comme ça se dire, non en fait je le veux comme ça, et maintenant j'ai trouvé la taille. C'est des trucs idiots, hein. Vous allez me dire, on en est là, oui on en est là, parce que ça clairement pour le coup ça doit pas demander des semaines et des semaines de code, hein, clairement, c'est-à-dire en gros, si l'utilisateur clique, on lui donne la taille qu'il a présélectionnée, en l'occurrence là ici c'était 103,3. S'il clique et qu'il reste appuyé, on lui offre une prévisualisation, voilà, c'est plus facile à dire comme ça, et du coup il voit ce qu'il fait, il n'a pas besoin d'y aller à l'aveugle. Donc ok, c'était le troisième truc un petit peu tout simple, mais j'avais envie de vous montrer qu'il y avait aussi des trucs tout bêtes qui méritaient d'exister aussi dans Photoshop. On va voir un truc maintenant qui est par contre vraiment important. Admettons que sur cette image, j'ai envie de faire une accentuation de netteté, ok, et que forcément on a fait un objet dynamique, on va revenir à cette image telle qu'elle est par défaut, ok. Donc si je veux accentuer cette image, j'ai pas beaucoup de solutions, j'en ai essentiellement deux en fait. Je peux tout mettre dans un objet dynamique, et appliquer, par exemple, on va le faire, voilà, clic droit,
convertir en objet dynamique. Donc déjà, ça va mettre du temps parce que voilà, il faut quand même convertir pas mal de trucs, l'image est assez grande. On va aller chercher filtre, renforcement, netteté optimisée, et puis on va appliquer le truc par défaut, voilà, on s'en fout, c'est évidemment juste un prétexte. Et puis ensuite, voilà, on va pouvoir changer le réglage si on s'est trompé. Et encore une fois, si on veut modifier un truc à l'intérieur, maintenant il faut rentrer dans l'objet dynamique. Donc il y a ce truc-là qui s'ouvre. On va par exemple faire notre changement de taille. Donc si là par exemple, regardez, exemple intéressant de cumul de trucs embêtants. Si je veux changer la taille de mon modèle, il faut que je refasse encore un objet dynamique à l'intérieur de ce truc-là, si je veux m'offrir le choix, comme on l'a vu tout à l'heure, de pouvoir revenir en arrière. Donc ça commence à faire un objet dynamique dans un objet dynamique. Je pense que si on enregistre ce PSD et qu'on le compare au fichier AF photo, on va être assez surpris de la différence de taille. Mais bon, faisons-le, donc clic droit, convertir en objet dynamique. Donc je convertis en objet dynamique et je me dis, bah tiens, en plus, je lui change la taille. Alors j'ai aussi un truc qui traîne, je crois, dans cet étalot. Voilà, j'ai juste un calque qui était aplati, qui traîne. Donc hop, on en change la taille. Voilà, on change la taille. On va enregistrer. Donc ça prend du temps en plus, vous voyez que c'est que voilà, ça mouline un petit peu. Alors j'ai certes mon enregistrement d'écran, mais je suis quand même sur un Ryzen à 8 cœurs avec une RTX 3800 et 32 Go de RAM. Donc bon, quand même, ça devrait bien tourner. Et je reviens et ma netteté optimisée a été enregistrée. Et donc maintenant, je peux retourner là-dedans. Ça s'ouvre et changer la taille de mon calque, revenir à ma taille d'origine ou presque d'origine, et ainsi de suite. Bref, vous avez compris. Alors on a une autre méthode, donc je vais revenir en arrière ici. L'autre méthode c'était quoi? C'était de faire un filtre passe haut, c'est-à-dire en gros, on va devoir, à partir d'une copie, donc on fait CTRL-ALT-SHIFT-E, donc on crée un calque, un duplicata, et sur ce machin, on va aller faire filtre divers, passe haut. Ok, il est un peu violent, mais on va le mettre à 3,4 et on va le mettre en, par exemple, lumière crue. Ok, sauf que là aussi, ok, j'accentue la netteté, donc je suis content, mais maintenant, si je change la taille de mon modèle, donc encore une fois, pareil, avec un clic droit, on a dit qu'on ferait un objet dynamique pour pouvoir s'offrir le choix de revenir en arrière. J'ai toujours ce truc, comme j'ai fait un annulé, hop, voilà, j'ai toujours mon produit qui traînait dans l'étalot. Bah voilà, mon passe haut, lui, il n'a pas bougé. Donc c'est quand même un peu compliqué. Ce qu'il faudrait faire, c'est du coup, c'est recommencer. Il faut changer la taille. Voilà, on change la taille. Hop, on la met là. On enlève notre passe haut. On refait CTRL-SHIFT-ALT-E. On refait filtre passe haut. On le rappelle et on remet incrustation. Bref, vous avez compris, c'est chiant. C'est juste, je refais les mêmes trucs. C'est vraiment pas intelligent. Dans Affinity Photo, on peut aller là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller dans l'assistant lui dire d'ajouter un calque de filtre en tant que nouveau calque. Et ce que ça va faire, c'est que quand on va ajouter donc, ce qu'on appelle un live filter, un calque de filtre, donc c'est un filtre dynamique hein, si vous préférez, on va mettre par exemple un passe haut, dont je vais changer la taille, on va mettre 3 pixels, à peu près comme dans Photoshop, et on va mettre ce truc là en lumière crue, donc j'ai mon passe haut, et devinez quoi? Bah, c'est un filtre dynamique qui s'applique sur tout ce qu'il y a en dessous de lui, comme dans After Effects en plus, donc c'est pas comme si Adobe ne connaissait pas cette technologie, hein. Dans After Effects c'est pareil. Et comme dans Photoshop en fait, évidemment les calques de réglage dans Photoshop s'appliquent sur tout ce qu'il y a en dessous de... Donc imaginez qu'on ait un calque de réglage passe haut par exemple. Donc utiliser les filtres dynamiques c'est une bonne idée, c'est-à-dire qu'on applique un filtre sur un objet dynamique, mais en fait ce qui aurait été intelligent de la part d'Adobe c'est de prendre cette idée mais de le faire en tant que calque de réglage, c'est-à-dire pour tout ce qui s'applique en dessous, parce que là maintenant c'est beaucoup plus souple, c'est-à-dire que là si je veux changer la taille du modèle, hop, je change la taille et le passe haut s'applique sur elle en temps réel, et vous voyez qu'en plus niveau performance, il y a juste, j'appuie et ça marche, point barre quoi. Il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à rentrer dans un objet dynamique, il n'y a pas à recommencer à appliquer un passe haut parce qu'on a changé un truc au milieu, ça s'applique en temps réel. Donc ça, voilà, avoir la technologie des filtres dynamiques de Photoshop, mais en tant que calque de réglage et non pas dans un groupe qui demande du coup des manipulations supplémentaires et qui va alourdir le fichier, ça ce serait vraiment génial. Et voilà, cette technologie elle y est, elle existe. C'est ce qui se passe dans Photoshop déjà de base avec les calques de réglage, et c'est ce qui se passe aussi dans After Effects. Donc je pense qu'on aurait moyen d'arriver à un résultat similaire s'il y avait une vraie volonté de coder ce type de technologie et de rendu dans Photoshop. Évidemment, ça implique que le truc qu'on a vu au tout début, c'est-à-dire qu'en fait,
Affinity travaille en objet dynamique de base sans tellement vous le dire, il le fait en coulisses, ben, ça implique évidemment de commencer par là, quoi. Donc on a vraiment un boulevard de modifications qui serait très pertinente à faire dans Photoshop, quoi. Autre truc qui est vraiment beaucoup mieux dans Affinity, c'est la prévisualisation des brosses. Exemple, on va aller dans Photoshop en fait. Et j'ai envie de faire, sur cette image, je vais tout mettre dans un groupe. Donc on sélectionne tout, alors on déverrouille quand même l'arrière-plan, on sélectionne tout et boum, CTRL G. Je mets tout dans un groupe et je fais un masque là-dessus. Donc ce masque, je vais l'inverser, donc voilà, plus rien n'est visible, et en dessous, on va mettre un calque blanc. Et là-dessus, j'ai envie de faire un petit effet, voilà, comme si ça apparaissait avec des taches d'encre. Donc on va aller chercher fenêtre, et on va aller chercher les formes, et on va prendre, alors pas les formes vectorielles, les brosses, on peut faire autrement. Je me suis laissé prendre parce que c'est vrai que voilà, ces paramètres de pinceau, j'utilise en général, en anglais je vais dans Brush, donc on va prendre par exemple Special Effect, on va prendre un truc comme ça, des splatters, voilà. Et là, je peins et je me dis, ok, génial, et qu'est-ce qui va se passer en fait? Pourquoi? Parce que regardez la différence entre la prévisualisation et ce que j'ai à l'écran. Comment savoir qu'il y a des zones qui sont semi-transparentes? Je vais vous mettre plus gros, ça va être plus évident en fait. Voilà, je mets un coup ici, regardez ce que j'ai entre la prévisualisation et ce qui se passe à l'écran. Ben je sais pas en fait, donc on va rester appuyé et on va faire notre effet. On va peut-être prendre une autre brosse dans les spécial effets, on va prendre ça. Là pareil, regardez, j'ai ce truc là, quand je clique, en fait, ben, j'ai pas du tout la même chose, je vois pas ce que ça va donner en fait. En l'occurrence ici c'est sympa, ça fait un petit effet aquarelle, et je vais remettre par-dessus des splatters, donc on va mettre une taille très grosse. Bref, en gros, entre la prévisualisation et ce qui se passe vraiment ensuite à l'écran, bah, c'est pas facile de dire, hein. On voit pas vraiment quoi, ce qui se passe sur la brosse, quoi. On va aller dans Affinity, et on va, on peut faire plus ou moins la même chose, donc on va enlever notre passe O en l'occurrence, on va revenir ici, on prend tout ça, on prend tous ces trucs là, et on va mettre ça dans un groupe, ok. On va prendre un masque, donc on va faire un masque de calque, et ce masque, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre en noir. Donc on va se mettre tout en noir, boum, tout disparaît, ok. Et en dessous, on met un petit calque que l'on va peindre cette fois-ci en blanc, qu'on va mettre en dessous. Donc sur ce masque, maintenant, je peux prendre le pinceau et je vais aller chercher une brosse. Donc déjà on va prendre pinceau ici, donc on va choisir aquarelle, histoire de retrouver à peu près le même rendu. Hop, et vous voyez que ici, quand je survole, on va prendre une brosse beaucoup plus grande que ça. Voilà, vous voyez que quand je survole, j'ai la prévisualisation de ma brosse. Donc si c'est pas activé, on va dans édition, préférences, interface utilisateur, et vous pouvez mettre ici afficher les aperçus de pinceau. C'est peut-être décoché par défaut chez vous. Donc si c'est décoché, vous avez la même chose que Photoshop. Vous avez ce rond, mais vous n'avez pas ce que ça donne en dessous quand vous cliquez. Alors que là, je vois vraiment précisément, on va grossir, ce que ça va donner. Alors là, j'ai peut-être un peu craqué sur la taille. Hop, on va voir ici. Alors ici, si ça donne rien, c'est peut-être parce que j'ai un mauvais réglage dans mon pinceau. Ici, si je clique, regardez, on prend couleur, je peins avec du blanc et pourtant il ne se passe rien dans mon masque. C'est peut-être parce que quand on va aller dans plus ici, on va aller voir que le mode de fusion est en produit. Donc évidemment, c'est un produit, si on fait ça sur un calque noir avec du blanc, il ne se passe rien. Donc on va aller dans normal, et maintenant, vous voyez que je vois vraiment ce que va donner la brosse quand je vais cliquer. Voilà, quand je clique, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ainsi de suite. Regardez comment on fait notre effet. On va changer la taille, parce que c'est un peu violent, hop, et on va peindre ici, et je vois ce que ça donne au survol. Et ça, c'est vraiment très 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 pratique. Je pense là aussi qu'avec l'accélération GPU dans Photoshop, comme d'ailleurs Affinity est accéléré GPU, on pourrait avoir ça. Ça pourrait être calculé par la carte graphique en temps réel. Je pense que sur une machine qui fait tourner Cyberpunk, ça devrait être possible de voir ce que fait notre pinceau sur le masque. Dans Photoshop, j'ai les contours en fait qui s'affichent de ma brosse, mais je n'ai pas ce que ça va faire sur le calque, et on voit qu'en fait quand je clique il se passe un truc complètement différent de ce qui se passe simplement au niveau des contours, d'autant plus que dans les formes, quand on va dans le panneau ici,
on peut faire plein de trucs, et il est vraiment super. En plus, l'éditeur de pinceau de Photoshop, on peut mélanger des brosses entre elles, on peut définir une texture, définir ce qui se passe avec le transfert, faire une dynamique de couleurs associée à la tablette. Quand j'appuie plus fort, ça fait cycler les couleurs. Bref, on peut faire vraiment plein de trucs vraiment mortels. Mais du coup, ça permet de créer des brosses très compliquées, et par contre, ensuite, on galère à les appliquer. Quand on veut peindre avec, ben, on voit pas. Donc, il faut donner un petit coup de pinceau à la tablette ou à la souris pour finalement voir ce qu'on avait envie de faire. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que le moteur de Photoshop est tout à fait capable de gérer ça. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, j'ai jamais dit Photoshop c'est de la merde, j'ai pas dit il faut absolument passer sur Affinity parce que Photoshop c'est fini, j'ai certainement pas dit ça. Je fais encore, allez, facile, 75-80% de toutes mes retouches de mes photos dans Photoshop, et définitivement quand je fais du graphic design, c'est-à-dire que je travaille pour mon agence, et que je fais des identités visuelles, ou que je fais des mock-ups, ou que je fais... Bref, dès que j'ai besoin de Photoshop, ou que je modifie des photos pour les envoyer dans un montage de documents que je fais avec InDesign, bah, je le fais avec Photoshop parce que de toute façon, je travaille avec Illustrator et InDesign encore. Je ne suis pas passé sur Designer et Publisher, que je trouve excellents, mais sur lesquels je ne vais pas encore aussi vite. Mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que c'est juste moi qui n'ai pas encore investi le temps nécessaire à me rendre personnellement aussi performant sur ces logiciels. Par contre, Affinity Photo, que je connais maintenant aussi bien que Photoshop, j'ai pas encore tout transféré dessus, mais j'en éprouve pas le besoin non plus. Par contre, je suis à même de comparer, et je me rends compte qu'il y a quand même, voilà, j'en donne 5, mais on pourrait probablement en trouver quelques-unes supplémentaires. Voilà, il y a des trucs où il y a quand même Affinity Photo qui est meilleur que Photoshop, ça peut paraître assez incroyable, mais c'est devenu une réalité. Et je peux aussi faire une vidéo, si d'ailleurs ça vous intéresse, même si elle est peut-être plus évidente finalement, on se doute qu'il y a encore plein de choses où Photoshop est meilleur qu'Affinity, puisqu'après tout l'outsider c'est Affinity et le roi c'est Photoshop, mais si vous voulez, je peux faire une vidéo sur, si ça vous intéresse, hein, quels sont selon moi les 5 trucs où Photoshop est toujours vraiment meilleur qu'Affinity, parce que maintenant qu'on se pose la question, est-ce que l'outsider est meilleur sur certains points, on peut évidemment se poser la question inverse, quelles sont les choses sur lesquelles le roi est toujours le roi et pour lesquelles il n'a pas encore été battu. Ça motivera peut-être Affinity à faire là aussi des efforts. On peut juste conclure sur le fait que il faut quand même remettre les choses en perspective, c'est un logiciel à 50 €. Moi j'ai acheté ma licence en 2015, il a été mis à jour depuis 2015, ça fait 7 ans au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est quand même ahurissant. Et j'ai eu les mises à jour, on est à 1.10 je crois, ou un truc comme ça. 1.9.10 ou... Bref, des mises à jour qui en plus ont été relativement majeures depuis le temps. Et j'ai jamais eu à payer le moindre euro supplémentaire. Ce logiciel m'a coûté 50 € en 7 ans. Donc je sais pas si vous faites le calcul, mais ça fait quand même, si je suis pas trop nul en maths, 84 mois. Si on divise 50 € par 84, je pense que le coût de revient au mois pour un professionnel, c'est hallucinant, c'est juste l'affaire du siècle finalement, quoi. D'autant plus qu'il est 2-3 fois par an en promo autour de 35 €, notamment il me semble à Noël et au Black Friday. Ou qu'au Black Friday, ils le font peut-être pas pour Noël, mais il y a des moments où il est en promo en plus, et je sais que j'ai des amis qui l'ont trouvé à 35 € environ, donc là c'est vraiment absolument imbattable. Et encore une fois, avec une équipe qui est très très largement inférieure. Donc il y a une équipe dédiée à Photoshop, à Affinity Photo, pardon, pour la version Mac, pour la version PC, donc il y a 2 équipes qui en plus optimisent pour les 2 plateformes, mais on est loin de l'armada, évidemment, d'ingénieurs de Photoshop. En fait, en développement actif, il n'y a pas non plus des centaines de personnes sur Photoshop, mais il y a quand même les ressources derrière, en termes de recherche et financière, qui à mon sens sont... Ouais, enfoncer une porte ouverte, mais qui sont très largement supérieurs du côté d'Adobe par rapport à, encore une fois, Affinity. C'est une boîte qui s'appelle Serif, qui en Angleterre, c'est une PME, hein, c'est rien de plus que ça, quoi. On n'est pas dans la Silicon Valley. Hein. Donc je pense que quand on met les choses en perspective, c'est rageant effectivement de voir qu'en si peu de temps, Affinity Photo a atteint un tel niveau, et qu'il y a toujours des manques dans Photoshop qui sont un peu irritants, alors que le logiciel part dans une direction qui est, pour certains aspects, un peu futile. Voilà, encore une fois, j'ai pris l'exemple des filtres dans le cloud. Ces trucs-là, pas grand monde ne les a demandés. On les utilise pas du tout tous les jours. C'est des trucs qui font bien au moment de l'Adobe Max pour faire des démonstrations et pour faire genre. Hein. Encore une fois, c'est cool pour les démos marketing. Mais pour la retouche de tous les jours, c'est franchement pas là qu'on a des attentes, quoi. Donc voilà, j'espère que chez Adobe, on saura de temps en temps revenir un peu sur Terre. Pour l'instant, la machine n'a pas encore remplacé l'homme, et tant que l'homme fait des retouches, on a besoin d'éviter de perdre du temps avec des conneries. Donc ce serait bien que par exemple ces trucs-là se retrouvent un jour dans Photoshop, et si possible pas dans 10 ans.
Dites-moi si vous voulez voir d'autres d'autres vidéos de ce type, par exemple, voilà, j'ai cité le top 5 des trucs que je trouve mieux dans Photoshop plutôt qu'Affinity, on peut faire l'inverse, ça peut être aussi sur Designer, sur Publisher, ou sur des logiciels tiers, par exemple les 5 trucs dans Capture One qui sont meilleurs que Lightroom, ou inversement, bref, dites-moi vers quoi vous voulez qu'on aille sur ce type de vidéo, si ça vous intéresse, et puis aussi dites-moi si j'ai fait des oublis, si je me suis planté sur certains trucs, j'ai peut-être juste oublié des trucs qui sont mieux dans l'un ou dans l'autre. Je suis impatient d'avoir votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos si vous regardez ça sur YouTube, et vous pouvez évidemment aller voir ma formation complète qui est présente sur Photoshop, sur tuto.com, mais aussi celle sur Affinity Photo, il n'y a pas de jaloux, il y en a pour les deux. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Affinity. Merci, bye bye.